de démarrage. Un petit peu compliqué les connexions Internet actuellement. On est prêt. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans On fait Salon. On fait Salon, c'est chez moi, chez toi, chez nous, chez vous. On fait Salon, c'est l'émission Feel Good, à regarder chez vous, tranquillement. Alors, dans la période actuelle, un peu irréelle, on en a parlé, il se passe quand même beaucoup de choses, même si on est tous chez soi. Ne serait-ce que le fait que la sortie, tout le monde y pense de plus en plus. Alors cette sortie, elle va se préparer de manière un peu bizarre et on va voir, nous, ensemble, différentes postures autour de ça. On sait que l'ultra-gauche et l'ultra-droite rêvent du grand soir. On sait qu'une bonne partie de nos citoyens rêvent juste d'un discours de vérité, probablement complexe, mais pas compliqué, mais un discours de vérité où ils sont prêts à pas mal de sacrifices. Et nous tous, avec notre vieux fond un peu anard, en tout cas on le rêve ou on l'espère, on croit dans la subversivité, on croit dans le politiquement incorrect et on essaye de voir, pendant ce salon-là, avec vous tous, l'utilité ou comment être subversif, de l'utilité de la subversivité. Alors on va faire le tour un petit peu de nos loisirs, de nos jeux, de nos occupations, pour voir comment ça s'exprime et comment ça peut éventuellement se retranscrire dans la réalité. On fait salon, c'est tout de suite. Alors pour cette émission, on va accueillir un invité. Bonjour Michael, comment vas-tu? Bon, bonjour, merci beaucoup. Je vais très bien, Sébastien. Voilà, je suis chez moi. Pour le moment, je continue à travailler. J'ai quelques patients comme ça en téléconsultation, mais je remarque quand même que vu que je suis un peu spécialisé dans les super grands gamers, voire un peu addicts, Un petit peu, pour oui. eux, rien de nouveau et finalement, ils vont très très bien. Oui, les gamers le vivent plutôt bien. Alors, précisons, Michael Stora, psychologue, psychiatre, tu as commencé en tant que cinéaste, Psychanalyste. Non, je psychanalyste, suis pas pardon, voilà, je suis pas psychanalyste, psychiatre. pardon, psychologue et psychanalyste, excuse-moi. Tu as Ouais, commencé ouais, ta carrière en tant que cinéaste. En 2000, tu as ouais, monté l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines ouais, pour t'intéresser à toutes ces problématiques. Tu fais ouais. partie des, on va dire, des quelques psys avec Serge Tisseron qui a écrit entre autres Y a-t-il un pilote dans l'image, qui regardent le jeu vidéo et ou les loisirs numériques ou l'image animée d'une manière, on va dire, critique, mais critique qui ne veut pas dire négative. Voilà, alors j'aimerais quand même juste préciser que Serge Tisseron et moi-même n'avons rien à voir, puisque D'accord, c'est dit. je ne fais pas de signalétique et que pour moi, comme disait Foucault au XXIe siècle, les psys seront les nouveaux prêtres, et pour moi, le cardinal Tisseron en est un. Moi, je suis psychanalyste, donc je ne suis pas là à donner des bons conseils aux parents ni aux enfants. Au contraire, j'ai toujours dit faisons des jeux vidéo, entre autres, des alliés dans la dynamique familiale, éducative, pédagogique, puisque j'ai même soigné des enfants qui avaient des troubles du comportement violent avec des jeux vidéo. Oui, ce qui peut sembler paradoxal, justement. Citons deux de tes derniers livres. En 2017, Hyperconnexion, et en 2018, Et si les écrans nous soignaient, mais je te laisse préciser la suite du titre, qui est très importante. Ouais, alors, et si les écrans nous soignaient, psychanalyse des jeux vidéo et autres plaisirs numériques chez RS, dans la collection Cyberculture. La collection Cyberculture. Donc, D'accord. Bon, bah voilà, c'est assez clair. disait que j'ai évidemment gagné, mais aussi. Voilà. Alors, Donc, on va faire salon avec... je m'arrête là. Pardon. D'accord. Non, 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 je excuse-moi, vous laisse excuse-moi. parler. Je te présente tous les chroniqueurs qui vont participer à l'émission. Tu interviens sans arrêt, on fait salon, donc tu parles dès que tu veux commenter ou amener ta pierre à D'accord. l'édifice. Est-ce Euh, qu'il faut lever le doigt ou pas? non, on ne lève pas le doigt, on arrive à prendre la parole à peu près intelligemment tous ensemble. Il y aura Matt avec nous. Salut Matt, Hello, comment ça va bien? vas-tu? Bah ça va. Donc, on te connaît depuis le temps, hein, producteur, gamer, réalisateur, musicien. Tu vas nous accompagner pour parler avec nous tous de jeux vidéo. On a Canard qui est là aussi.
spécialiste jeu de rôle, jeu de plateau. Salut Canard, on voit la cuisine là de... Je ne te vois pas, Canard. Excuse-moi, mais je t'entends pas très bien. Voilà, on te réserve, voit. là, Canard? Non, je suis remonté en haut, là, je suis dans C'est l'espace dans la devant. boutique. D'accord. D'accord. Ok. Stéphane, bon Ouais, voilà, salut, ça va. Salut Seb, salut tout le monde. Voilà. Marie-Rose qui va nous présenter une nouvelle posture de yoga en fin d'émission. Voilà. Salut. Coucou. Et puis pour finir, et on va tout de suite commencer avec elle, justement, eh bien, Sauvane, es-tu là? Dans ta Oui, cuisine. bonjour. Donc, Je danse dans ma cuisine. donc pour ce thème sur le politiquement incorrect et le fait qu'on revendique un petit peu tout ça, toi tu as transformé ta cuisine en atelier de petits chimistes. Exactement, j'ai décidé de me lancer dans les recettes interdites vintage, c'est-à-dire des mélanges, c'est difficile à définir, des mélanges, on va dire, un peu anarchistes, un peu fous, un peu qui ne vont pas ensemble. Et du coup, je vais vous proposer 4 mélanges complètement catastrophiques et on va voir si c'est bon ou pas. Voilà. D'accord. Le premier, démarre-nous le premier avec les ingrédients du premier, puis tout de suite après, on retrouvera Canard. Alors, on va commencer par un œuf dur mariné dans du Fanta depuis 24 heures. Ensuite, nous avons une boisson à base de lait frais et de Sprite, donc 7-Up Sprite, de la limonade mélangée ensemble. D'accord. Apparemment, c'est délicieux. Des céréales au jus d'orange, parce que quand on n'a pas de lait, bah, faut bien être inventif, hein. Et puis Et il y en a ensuite- qui aiment ça dans la rédaction, il faut le dire. Apparemment, il y en a qui aiment ça, donc je suis curieuse de goûter, parce que je t'avoue que c'est un mélange que je tenterai pas, mais bon. Écoute, Tu vas pourquoi tenter pas, pour on a- nous. C'est ça, et après on a des frites que je vais goûter avec un fond de coca et avec un peu de chocolat en dédicace à toi. Bah écoute, c'est très aimable de ta part. On est content que Voilà. tu sois là. N'hésite pas, évidemment, comme tout le monde, à prendre la parole dès que tu as quelque chose à dire. Et on Ça marche. avance, et puis à te manifester dès que tu avances dans ta cuisine. Tu commences par quoi? Je vais commencer par l'œuf, mais en fait je vais te faire une confession, le tupperware est hyper gonflé. Il est en train de faire psh, et je pense qu'il va exploser. Donc, Ah, ça pue de ouf. Ah, mon dieu, il y a du gaz qui s'appelle. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une cuisine ou... Tu vas le goûter après? Oui, Ah, ça fait un bruit tu de nous diras. fou. Oui, oui, elle va vraiment le faire, c'est incroyable. Elle va vraiment le faire en live, en direct. Elle va le goûter en plus. Elle ne va pas faire que le cuisiner. Allez, allez. Alors, Donc, si ça explose là, donc là, attends, c'est un œuf que tu as fait cuire qui est dur donc, c'est ça que tu as épluché? Ouais. Oh mon dieu, il est mariné dans du Fanta. Depuis 24 heures, ça sent le paix, c'est affreux. Oh, la peau se va. Franchement, le confinement, des fois, c'est trop bien. C'est fantastique. Oh, je suis déçue, je pensais qu'il allait sortir orange. Ah tu non, les il est oranges, blanc. justement ou... Il est blanc. C'était du Fanta blanc alors. Je sens très très fort le Fanta par contre, hein, c'est... D'accord. Bah alors attends, quand même, l'idée de le faire tremper comme ça dans le coca, c'est quoi? Ça doit Dans le Fanta. Fanta, pardon. Ouais, dans le Fanta, pardon. C'est... Alors, en fait, je suis un youtubeur québécois qui s'appelle Gurky, qui fait des mélanges comme ça, toujours les plus improbables possibles, et il avait fait tremper un œuf comme ça, dur, pendant 24 heures dans du Fanta, et son œuf était orange vif après. Et là, le tien est Ah. blanc. Et le tien est blanc. Ouais. Non, et ça veut dire un truc extrêmement positif sur Fanta, ça veut dire qu'ils utilisent réellement des arômes naturels, parce qu'ils s'en vantent, et du coup, bah, je pense que c'est vrai, parce que sinon le truc serait sorti orange. Donc Oui. Première expérience totalement probante. voilà, Bah, écoute, donc je vous propose... On te remercie, on te laisse continuer, puis tu reviens dès que... J'ai essayé ce petit là. Oh là là. Je me saisis d'un couteau. J'ai Je vraiment le- l'impression que tu es en train de donner ton corps à la science. Oui, c'est un peu. Mon l'œuf est tellement dur, mon dieu, c'est pas possible. Je sais pas si on peut appeler ça de la science. Voilà. La texture est totalement normale. Ouais. Oui. C'est un œuf dur des plus classiques qui sent vraiment très fort le Fanta. Donc je propose de goûter à votre santé. Allons-y en direct. Oh, c'est bizarre, mais c'est pas mauvais. Est-ce que Mais c'est c'est pas mauvais. est-ce que c'est bon? Alors, pour une raison extrêmement curieuse, le pétillant est allé dans le blanc d'œuf. Ok. Et tu as un D'accord. petit
goût d'orangeade qui n'est pas mauvais du tout dans l'œuf. Qui a un petit côté sucré salé, c'est pas mauvais du tout. D'accord. Est-ce que tu imagines du coup une façon de l'agrémenter, je sais pas, avec une sauce, avec un autre produit, avec Franchement, ça en salade avec une espèce de petite sauce aux agrumes, je pense que c'est super bon en vrai. Ouais. D'accord. Bon, bah écoute, on va te laisser continuer. À tenter. Tout de À suite- tenter. Merci pour cette première expérience live. Tout de suite, Michael, et je te propose de découvrir une sélection de jeux de plateau réalisés par notre chroniqueur émérite Canard, qui est dans son donjon. Canard, Oui, je suis là. tu es dans ton Non, je suis donjon. remonté là. Enfin, je suis dans la plus haute tour du donjon. Tu es dans la plus haute tour de ton donjon. Donc, eh bien, alors, on va regarder avec toi, et Michael va surtout ne pas hésiter à intervenir au fur et à mesure. Et puis tous les autres aussi, évidemment. On va regarder avec toi qu'est-ce qui pourrait être subversif, ou est-ce qu'il y a quelque chose de subversif ou juste de bête dans les principaux jeux de rôle et jeux de plateau du moment. Donc, je te laisse commencer ta liste et ta petite sélection. C'est exactement ça. En fait, il va falloir faire une distinction qui est très forte entre ce qui est choquant et ce qui est subversif, ou ce qui peut être choquant et ce qui peut être subversif. Je vais vous parler de plein de jeux aujourd'hui. Je ne vais pas du tout me focaliser sur un jeu et je vais vous en parler très vite. Je vais vraiment vous les montrer, dire 3 mots. Éventuellement, si vous avez des questions, je peux évidemment y répondre. Mais il n'y a pas vraiment besoin de s'étendre dessus. Non, parce l'intérêt, que c'est d'échanger aussi. Ça n'aurait pas de sens. Voilà. Exactement. Mais clairement, on ne va pas être dans, je sais pas comment dire ça, des jeux à profondeur, des jeux qu'il faut réfléchir. Non, on va parler poil. On va parler, on va être graveleux. Allons-y. Commence. Qu'est-ce que Ah, je bah peux- voilà, de tu quoi sais est-ce parler, toi. je sais, c'est vraiment ton truc. Tiens, regarde, d'ailleurs, en bien graveleux, on peut commencer par ça. Je parle à la savonnette. Ouais. C'est un jeu qui se passe dans un univers carcéral. Et maintenant, vous pouvez faire directement le lien entre le titre et l'univers carcéral. Et si vous avez la chance d'être en prison et de pouvoir prendre une douche, ce qui n'est pas forcément évident, il ne vaut mieux effectivement pas faire la savonnette pour diverses raisons d'intimité, dirons-nous. Globalement, en termes de mécanique de jeu, c'est tout bête. Il y a une carte savonnette qu'il ne faut pas avoir à la fin du jeu. Voilà, il faut se démerder pour la donner à d'autres gens. On comprend le Et à danger. partir de là, c'est ça, on va pouvoir jouer des cartes, ça va permettre d'échanger, de faire piocher, de faire des trucs, des machins, etc. C'est un jeu à la trahison, mais enfin, vous savez globalement jouer. Hein. Il suffit d'avoir des cartes en main, de savoir les lire et d'en jouer une par tour. Enfin, D'accord, on n'est pas du tout dans un univers qui nous permet de comprendre la difficulté de vivre en tant que prisonnier confiné. oh non, Non. non, c'est pas le message. C'est pas le message. Il n'y a pas de message d'ailleurs. Hein. Voilà. C'est- Donc, On est Ouais, sur, c'est on un est gros sur de cliché, l'humour quoi. gras. Point. C'est- Oui, Voilà, bien c'est sûr. ouais, c'est Ah, toi, tu es la condensé de victime, gros clichés. Ouais. C'est toi qui vas faire la fille dans la cellule. On est à ce niveau-là d'humour. d'accord. Ah oui. Oui, quand même. C'est- Voilà. Et est-ce que c'est graveleux? Oui, évidemment. Est-ce que c'est subversif? Discutable. Mais là, pour le coup, c'est pas à moi d'y répondre. Éventuellement, c'est à vous. Voilà. Michael, quelques mots Ouais. sur ce premier jeu Bah, je que tu découvres. je Hein. trouve ça. Oui, j'aime beaucoup. Nous, les psychanalystes, on aime tout ce qui est graveleux. Et c'est vrai que je me suis dit, en temps de confinement, on est tous un peu là à se demander qui va glisser sur la savonnette, d'une certaine manière. C'est vrai que, voilà, on est tous un peu en prison, quoi. Donc, c'est assez amusant de cette sorte de double bind, un petit peu là, de mise en abîme de ce que l'on vit. À l'image, d'ailleurs, je me souviens d'un de mes patients qui joue à un jeu dans lequel ils sont dans un sous-marin. Donc je trouvais qu'il y avait une sorte de double confinement. Et c'est vrai, voilà, maintenant c'est pas du tout aussi graveleux, mais j'aime beaucoup cette idée. C'est comme valeur positive. Je pense que pas vraiment, mais néanmoins pour des hommes qui s'imaginent bien mecs, c'est vrai que ce type de jeu serait assez amusant à y jouer. Pour eux, voilà, c'est ça. Pour le mal alpha qui se prend pour un mal alpha. Ouais. On va voir tout de suite peut-être un ou deux autres jeux rapides. Ouais, bien sûr. Continue ta Justement, liste en parlant, progressivement. En parlant de sexe, justement, là, pour le coup, le sexe va être le sujet principal Mhm. de ce jeu. C'est ça. C'est Red Light. Red Light, déjà, vous pouvez noter ceci. C'est le premier jeu, et pour l'instant dernier, qui a été produit et édité par YouPorn. D'accord. Donc, YouPorn, évidemment, Claire, oui, c'est il y a- pornographique, là n'est pas la question. Il y a de la Seulement, en référence. fait, Oui. c'est exactement l'inverse du jeu précédent.
La mécanique de jeu, le but du jeu est assez simple, hein. Vous êtes des producteurs de films X, vous allez recruter des actrices, vous allez les faire tourner dans des films, elles vont gagner en compétences, et le but c'est de gagner des récompenses avec les films. Donc il faut que les films soient réussis, et le premier qui a 3 récompenses va gagner la partie. C'est quoi le critère de réussite d'un film? C'est de respecter les actrices, qu'elles ne soient pas violentées, c'est d'avoir autant d'hommes que de femmes? Évidemment pas. Ah. Évidemment pas, voyons. Ça, est-ce que je te le mettrais vraiment? Ce serait le jour où on fera un thème spécial Social Justice Warrior. Ouais, je le sortirais, mais Là, non. D'accord. Ah, non, pas du tout. Non, le critère de réussite d'un film, ça va être l'expérience de la fille. Et on gagne de l'expérience en tournant dans des films. Oui, bon, bah, voilà. Plus on rajoute de cartes, et plus l'expérience va s'accumuler, va s'amonceler. Et donc, si on a un total qui est suffisant, hop, on peut gagner une récompense. Et on va pouvoir se servir des filles aussi pour attaquer les autres. Comme par exemple discréditer une autre actrice qui ne nous appartient pas, la tourner en ridicule, faire des choses comme ça, de manière à éliminer la carte. D'accord. Or, c'est un jeu qui n'est pas que une blague. C'est un jeu qui a des vraies règles. C'est un jeu qui n'est pas inintéressant à jouer. Et c'est ça qui m'a beaucoup choqué, moi, quand je l'ai essayé il y a, 4 mois, un truc comme ça. Mhm. C'est que c'est pas inintéressant, il y a un vrai intérêt à jouer, et en plus c'est beau. C'est beau parce que c'est illustré par Manara. Manara, Quand même, c'est oui, pas le oui, dernier oui, des- c'est pareil, oui. Manara, quand En même. termes d'illustration, c'est pas le dernier des tocards non plus. Non, non, c'est, non, totalement. Voilà. Le déclic, qui n'a pas lu le déclic, hein, franchement. Regardez Ah, plutôt. Oui. En termes de Oui, mais bande d'une seule dessinée barre, ouais. érotique, c'est pas du porno, hein, le jeu. C'est clairement de l'érotisme. Ça va faire appel à tous les codes du porno. On va avoir, je sais pas moi, les mots-clés que vous pouvez taper sur un site de cul, vous allez pouvoir les trouver. Donc, ce qui est gênant, c'est le mélange des genres entre la qualité du travail de Manara et ce propos où finalement on est dans l'exploitation pure et dure de la oui. femme, Le sans aucun sexisme, respect. évidemment. Et d'un C'est- sexisme Mais c'est un sexisme qui n'est pas pire que le sexisme intrinsèque à l'industrie du porno. Oui, oui, c'est ça. On est ouvertement dans l'industrie du porno assumé. C'est ça. Voilà. Et c'est pas le bouquin de Virginie de Despentes qui présente l'industrie du porno et qui montre les décors et les dessous. On n'est pas là-dedans. On est dans une forme de glorification. On est dans une forme de constatation, un minimum. Mais Voilà. encore une fois, il n'y a pas de message. C'est juste un jeu. D'accord. Dans celui-là, en tout cas. Michael, on te laisse rebondir encore une fois. Oui, elle a compliqué de rebondir, à part le fait que j'ai fini YouPorn. Non, je rigole, mais c'est vrai que J'ai fini YouPorn, ouais, c'est pas mal. Un boss de fin. il y a un boss de fin à la... Non, c'est évident que ça me fait penser à des jeux de manager, quoi. Tous ces jeux de Ça. management de foot. Sauf qu'au voilà, au lieu que ça soit des joueurs, c'est des actrices. Oui, c'est vrai que c'est là pour le coup, c'est en effet un peu plus sulfureux, puisque surtout dans cette tendance de vouloir à tout prix quand même respecter la place de chacun, oui, évidemment qu'on est dans une situation où là, il y a une dimension d'exploitation, même si paradoxalement, ayant eu l'occasion de travailler un peu sur le porno et l'impact du porno chez les ados, et donc en ayant rencontré des producteurs et autres, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi cette idée du cliché que toute actrice porno serait que victime. Certaines ont souhaité elles-mêmes rentrer dans ce monde-là, pour d'ailleurs comme Ovidie, entre Oui. autres, qui finalement paradoxalement a fait une carrière tout à fait intéressante. Et je crois que cette revendication que des femmes puissent avoir une sexualité libre et agressive, qui font que parfois elles vont refuser d'ailleurs de travailler avec certains réalisateurs parce qu'elles savent qu'elles peuvent être manipulées ou abusées. Donc je crois que c'est important aussi de d'engager uniquement l'actrice comme une éternelle victime. Et c'est vrai que même en parlant avec des féministes qui évoquent la question même de la prostitution, il y a des mouvements très contradictoires. Même si c'est des sujets touchy, je pense que c'est intéressant de pouvoir parler. Et je crois que cette idée que l'actrice dans un film porno ne serait que soumise au plaisir masculin nous montre que certaines peuvent aussi penser que elles sont aussi passivement actives. Et ça, c'est pas toujours évident à entendre, mais comme je vous le disais, je suis psychanalyste et tout le monde ne veut pas toujours l'entendre. Mais c'est une notion très intéressante, ce passivement active, en effet. Mais le jeu, Ouais. là, n'est pas du tout centré sur l'actrice. Il est centré sur le producteur qui utilise les actrices. Oui, c'est ça. Tout à fait.
tout à fait. Ouais. Ouais, là, La c'est un peu mécanique différent. principale du jeu, le centre du jeu, c'est quand même les actrices. C'est le centre, d'accord. Oui, oui, mais tu les gères en tant que producteur. Voilà. Oui, voilà. Ouais. Voilà. Bon, maintenant, voilà, de manière totalement banale, je crois que cette tendance de certains jeux qui veulent jouer sur la règle, puisque dernièrement, j'ai pu jouer avec mes enfants à Monopoly, que j'aime pas du tout, mais Oui. Monopoly mode triche. Ah, Et je trouvais ça complètement délirant que tout d'un coup, la triche soit devenue quelque chose d'acceptable au sein même d'un jeu. oui, oui. Donc ça, c'est très... Voilà, et je pense que cette manière de jouer avec les règles, en soi, est quelque chose de tout à fait intéressant. Alors justement, le Monopoly, on en parlera à la fin. Peut-être un ou deux autres jeux avant qu'on rentre justement dans les jeux capitalistes purs et durs, Canard. Pas de problème. Je vais vous en parler de deux autres. Allez, c'est parti. Allez, allez. Ça, c'est le plus classique de tous. C'est Blanc Manger Coco. Ah, Blanc Manger Coco, oui. Blanc Manger Coco, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est des Le cartes. principe est c'est des cartes. Une personne va lire un début de phrase. Le plus drôle dans une soirée, c'est 3 petits points. Chacun a d'autres cartes en main qui vont correspondre à des fins de phrase et va jouer face cachée une de ces cartes. Et le joueur à la base qui a lu le début de la phrase va lire toutes les fins de phrase une à une et va décider de quelle va être la plus drôle. Évidemment, ça va être des fins de phrase très trash, je sais pas moi. On est sur toutes les formes. Attends, excuse-moi de te couper, mais le direct live prend le pas. Je suis désolé, mais il se passe des choses oui. dans la cuisine de manière assez catastrophique. On t'a vu t'exciter avec ton chiffon. Tu as des mouches dans la cuisine ou c'est ton œuf qui a sauté? En fait, j'ai beaucoup de fumée qui sort du micro-ondes à l'heure actuelle, du coup. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? T'es sur quelle recette? Alors, je suis passée sur les frites très bêtement parce que ça mettait un peu de temps à cuire. Oui. Et là, je les ouvre. Frites surgelées, les frites minutes, ouais. Donc des frites. Oui, oui. Ouais. Voilà. Et du coup, je vais tester ces frites-là avec un peu de chocolat fondu que j'ai fait fondre en attendant. C'est très bon, la frite au Du chocolat. pâtissé normal? Ouais. C'est du chocolat belge noir 100%. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais, c'est du bon chocolat et un peu de coca. On va pas faire les deux en même temps. Non, sinon non, je pas les pense deux en que même temps. On frôlerait l'hérésie. Ça peut se monter dans 5 minutes, voilà, donc on va éviter. Quel D'accord. dommage. Je vais prendre cette grande frite. C'est l'élu. Waouh. Au chocolat. Et c'est tout simple, et ouais, comme ça. Mon fils de 9 ans avait adoré hein, les frites au chocolat fondu. Ensemble, ouais. C'est pas mal, hein? Est-ce que ça se marie C'est un bien? peu, c'est un C'est peu chaud. du food porn, non? C'est C'est ça? du food. Du food. Est-ce que tu as mis beaucoup de sel aussi Ah non, dans les frites? moi je prends pas. Oui. Ah, avec du sel, ce serait Excellent. intéressant. Ce serait salé, oui. Bon, et avec le coca? Alors, c'est validé avec le chocolat et avec le coca. Alors, faut savoir que les frites coca, c'était mon péché mignon quand j'avais genre 5 ans. Oui. Mais t'as grandi depuis. Est-ce que tu vas Ouais, j'ai 30 ans là. voilà, est-ce que tu vas retrouver le goût de ton enfance? Attends, je trempe bien, je l'ai fait imbiber dans le Coca-Cola. Et c'est le même goût que mon enfance et j'aime beaucoup. C'est beau. Ah, c'est ta Madeleine de Proust à toi. Oh la vache. Oh la vache. Quand j'étais petite, je mettais, tu sais, au McDonald's, t'avais le gobelet de Coca et je mettais Ouais. tout vite dedans et mon père pétait les plombs et je les mangeais comme ça. Alors, on voit quand même que Michael Stora et Canard sont atterrés par tes expériences et ton coffret de petit chimiste. Canard, tu nous parlais de quoi? Excuse-moi, je te demande pardon. Je sais plus non plus. Tu en es où? Je crois que j'ai atteint le fond là. Tu en étais Je vais où? tremper des frites pour toi, canard. Pour les manger tout à l'heure. On était sur blanc manger coca. Oui, blanc manger coca. Donc, ça va être de toucher à tout ce que tu peux imaginer comme oppression, enfin comme pensée oppressive potentielle. Ça va être de l'antisémitisme, ça va être du racisme, de l'homophobie bien sûr, du sexisme évidemment, ça c'est facile. Et donc, je vais vous donner des exemples de fin de phrase, alors ça sera de mémoire. Mais, je sais pas moi, le plus drôle dans une fin de soirée, c'est une soupe de sperme. Ouais, c'est drôle. Voilà, des choses comme ça. Ouais. Ça va C'est être super drôle. voilà, non mais je ne sais même pas. La Shoah, c'est des phrases comme ça. Et en fait, le problème, alors à vous de juger si c'est un problème ou pas,
c'est que la plupart des gens qui ont joué à ce jeu trouvent ça drôle. On y joue en soirée, on y joue généralement avec beaucoup d'alcool. On y joue avec des amis et évidemment qu'avec ses amis, on a déjà raconté des blagues racistes ou des blagues homophobes ou des blagues misogynes, enfin peu importe. Le problème, c'est quand ce jeu devient une norme. Le problème, c'est quand ce jeu est tellement vendu que ce genre d'humour devient normal. En fait, c'est normal de sortir blanc manger coco et pendant une demi-heure de se décomplexer totalement. Mais il n'y a pas une dimension exutoire avec un jeu comme Il y a ça qui évidemment une pourrait être dimension bien, exutoire. qui Il y a pourrait être évidemment une utile. dimension de second degré aussi, mais l'apprentissage passe par la répétition. Et le mauvais apprentissage passe par la mauvaise répétition aussi. Du coup, créer une norme, créer cet exutoire-là, choisir que ce soit ce jeu qui soit l'exutoire, c'est pas neutre. Ça implique de normaliser un comportement malgré tout, ou un type de pensée malgré tout. Mhm. Tu comprends ce que je veux Totalement, dire? totalement. Tu peux choisir n'importe quel exutoire. Tu peux choisir de jouer à Just Dance, ou de chanter, ou de faire n'importe quoi. Non, tu choisis de faire ça. Oui, mais c'est pas un sas. Michael, on ne pourrait pas considérer un jeu comme ça comme un sas de décompression salvateur dans la période actuelle où on joue une demi-heure, ça nous fait du bien, on a développé tous nos pires penchants et on peut continuer la journée avec son conjoint de manière plus sereine. Ouais, je sais pas trop si c'est vraiment exutoire. Je vois plutôt ça comme une forme de décharge. J'y vois pas forcément parce que, alors c'est assez amusant. Je vais faire un parallèle Mhm. entre l'alcool et lorsqu'on est derrière son écran. Finalement, lorsque des gens, comme vous le savez, derrière leur écran, tels des corbeaux, des haters, vont balancer des propos horribles, racistes, homophobes. Et il y a eu des procès et étonnamment, je pensais que c'était des gens d'extrême droite et finalement, c'était monsieur et madame tout le monde. Mais c'est des gens qui, toute la journée, sont souvent pris dans des sortes de pression sociale, de devoir être au service des autres. Et le soir, tels des vengeurs masqués, ils vont se déchaîner de manière folle, ce qui peut, dans des formes de communauté algorithmique, lorsqu'on se retrouve en soi, provoquer malheureusement pas simplement un effet de décharge, mais plutôt un effet d'entraînement vers des choses. Alors moi, personnellement, je n'arrive pas à rire avec le racisme, ça Oui. c'est très personnel. C'est vrai que cette question de l'humour concernant la différence est quelque chose de très touchy et surtout faut être excellent. C'est surtout faut être très très bon quoi. Oui, oui, dans la période actuelle, il y en a plus d'un qui s'est fait dégommer justement actuellement parce que l'humour n'était pas au bon niveau et que c'était assez compliqué à gérer. Tu as raison de le souligner, il faut surtout être très 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 bon quand on fait de l'humour. Probablement que Canard va nous présenter un dernier jeu. Ouais, le dernier, ouais. Oui, allez. Parce que Michael doit partir tout à l'heure et on voudrait quand même aussi parler un petit peu de jeux vidéo avec lui. Ok, bah, je vais ça très vite. Vas-y. Je te remercie. C'est un de mes jeux, c'est un jeu que j'aime beaucoup pour le coup. C'est Runta. Runta. Qui n'a jamais rêvé d'être un président d'une république bananière sud-américaine? C'est sympa. Salsa. Pour ceux qui connaissent Tropico en jeu vidéo, c'est clairement inspiré. Donc le principe, c'est que El Presidente est mort. Et nous, on incarne tous des ministres différents. Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Communication, de l'économie, de la justice, de ce que vous voulez. On va essayer de devenir le nouveau El Presidente. D'accord. Et ça va être une lutte pour les quartiers de la capitale avec des alliances éphémères, des trahisons impromptues, voilà, ce genre de choses-là. Évidemment, c'est du mauvais esprit. Évidemment, on va utiliser tous les codes et les stéréotypes sud-américains d'une part et autocratiques d'autre part. D'accord. On t'a perdu, ça a coupé, mais tu vas... C'est bien mené. T'es revenu. Le thème est bien exploité. D'accord. Ah, désolé. Non, mais t'es revenu, tout va bien. D'accord, donc Runta, il y a un autre jeu aussi intéressant que tu n'as pu en magasin et que tu n'as pas eu le temps de tester et de regarder, c'est Capital. Jeu de plateau. Ouais. On vous mettra il y avait un reportage intéressant de France 24, on le mettra dans les liens sur le site onfaitsalon.tv. Capital, quelques mots sur Capital, Stéphane, et puis après on va passer avec Matt aux jeux vidéo. Capital, tu voulais glisser 2-3 mots dessus?
Alors, pas vraiment. Non, non, moi je voulais pas parler de Capital, c'est Canard qui parlera beaucoup mieux que moi de Capital. Moi je voulais parler des gens qui sont derrière Voilà, Capital. c'est ça. Voilà. C'est-à-dire c'est un couple de sociologues très connus en France, les Pinson-Charlot, et qui sont connus effectivement alors pour analyser le phénomène, on peut appeler un phénomène social, qui est celui des riches. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est ils ont l'habitude d'analyser ce phénomène-là plutôt à charge, hein, en disant que les riches sont une nuisance pour la société, qui ne servent à rien. C'est plutôt leur discours dans les grandes lignes. Voilà, donc c'est là où ce jeu peut être intéressant, effectivement, c'est qu'il a on va dire une portée anticapitaliste assez forte, non? Alors, la portée anticapitaliste, oui, justement, c'était le propos au début du Monopoly, je crois, Canard. Ah ouais, exactement. À la base, le Monopoly, c'était, si ma mémoire est bonne en tout cas, c'était un jeu qui avait été fait par un prof d'économie et gestion à la fac pour démontrer que le système capitaliste ne fonctionnait pas parce qu'il n'y avait que des perdants. Enfin, D'accord. en tout cas, qu'il n'y avait que des perdants sauf un joueur. Et que donc, le monde était voué à perdre, statistiquement. Et c'est marrant parce que c'est l'inverse qui s'est passé. C'est que ce jeu est la plus grosse réussite du jeu de société. C'est le jeu le plus vendu au monde. Et il démontre l'inverse. C'est-à-dire, hey, regardez, moi j'ai gagné. Oui, c'est aujourd'hui Alors que le devenu un propos outil était de opposé. propagande du capitalisme, alors que c'était un Sûr. outil pour le dénoncer, justement. Sans aucun doute. Oui. Donc c'est la capacité du capitalisme à être un blob et à prendre même tous les éléments qui sont des éléments contestataires pour les marchandiser et les faire, et oui, les marchandiser, en effet, marchandiser la contestation du capitalisme. C'est tout à fait ça. Le Ouais. capitalisme est le plus beau des blobs. Michael, On justement, va pas forcément partir dans un discours politique, mais Non. oui, évidemment. il y a de ça pour toi? Oui, oui, on a vu ça. Alors, je sais que Matt va parler des jeux vidéo, mais Oui. il y a eu un jeu comme ça, Civilisation, qui a été énormément dénoncé par des sociologues, disons des sociologues politiques, hein, donc des sociologues qui ont un point de vue très, très politisé sur le fait que lorsqu'on incarnait les Américains ou les Indiens, la manière d'envisager le jeu était différente, voire même on gagnerait mieux. Et c'est vrai que l'idéologie dans certains jeux vidéo, des idéologies très capitalistes ou autres, on le sait, existent. Et c'est évident que je sais que ça va dans le sens un petit peu de ce qui va être discuté, c'est que c'est intéressant qu'il y ait des contre-pouvoirs de jeux qui, au contraire, dénoncent cette tendance-là. D'accord, bah voilà, bah c'est ce qu'on va voir. Mais alors, juste rapide passage par la cuisine où il se passe encore énormément de choses. Et puis après, on retourne au jeu. Mais là, le stress est insupportable au niveau de la cuisine. Sauvan, t'as Bah fini écoute, tes frites. j'ai mangé toutes les expériences précédentes parce que pas de gâchis, hein. Et j'ai faim, j'ai pas mangé depuis hier, donc voilà. Et est-ce que vous voulez que je plonge les céréales dans le jus d'orange dès maintenant? Oui. Bah, allez, soyons fous. Ouais. Ah oui, Allez. tu t'as faim? J'ai toujours faim. Non, mais en tout cas, ça montre que l'être humain, quand il est affamé, est prêt à avaler n'importe quoi, en fait, hein. Ah non mais attends, je mets de l'ail partout. Tu crois que je suis normal niveau alimentaire? C'est vrai que t'as pas mis d'ail dans tes frites au coca. Non. Ça m'a manqué un peu, j'ai failli mettre de l'ail en poudre. Attention. Et hop, le liquide Et magique. dans tes céréales? Là c'est du jus Céréales. d'orange. Du jus d'orange, bio, bien sûr. Ça crispe? Oui, non, non, du très bon jus. Alors, je ferme le jus pour pas qu'il s'échappe et on va goûter. Donc j'ai pris des céréales bio par contre, du souflix, du Ouais. maïs souflix, pardon. Et bah écoutez, c'est parti, hein. Allez, Pour allez. la Allez. France. Dis-nous à quoi ça ressemble. Ok. C'est très sucré? Ah, c'est acide et oh là là. Eh ben, écoute, on te remercie beaucoup, Sauvan. On te retrouve tout à l'heure après les jeux vidéo. On est un petit peu rapide, mais parce que Michael doit partir dans 15 Ouais. minutes. Ah, tu vas pas le finir là. Ah bah, elle va partir. On la laisse, la pauvre. Alors, Matt, Non, mais bravo, courage. Elle est merci. courageuse. Elle est hein, fantastique. courageuse, hein. Elle Moi, est fantastique. J'aurais jamais osé goûter ça. Ouais, merci beaucoup, Sauvan. Alors, Matt, avec ma manette, on enchaîne un peu rapidement, mais parce qu'on veut avoir Michael qui puisse rebondir un petit peu. Tout à fait, tout à fait. Comme on va essayer plutôt de parler avec Mickaël, je vais passer Voilà. très très vite sur tous les jeux dont je voulais parler. Alors, je vais, oui, je vais m'appesantir sur deux, mais très rapidement.
Le premier jeu vraiment politiquement incorrect, c'était Custer's Revenge, en 82 sur Atari 2600, je crois. Et on jouait Custer à poil, le général massacreur d'Indiens, qui devait violer une Indienne. Donc ça avait fait un scandale, ça avait bien vendu en plus, c'était assez incroyable. Et sinon, il y a aussi Rockstar. Je passe sur les Duke, tous ceux dont je voulais parler, les Mad World. Les Manhunt et Painkiller Voilà, aussi. Les Manhunt. Mais c'est vrai que on connaît GTA, on connaît Red Dead, on connaît même Manhunt, dans lequel on joue un serial killer, ça va très loin. Il y a un jeu qu'on a oublié, c'est State of Emergency. Ah oui, State of Emergency, oui. On devait faire la révolution et tout casser. Donc celui-là avait fait pas mal de scandale. C'était un vrai défouloir absolu. Voilà, je voulais juste dire ça rapidement. Ce que je pense, un peu comme le disait Michael, c'est que malgré tout, ces jeux sont des épiphénomènes, parce que la tendance du jeu vidéo, c'est plus à rassembler, à intégrer la diversité, et aussi, malgré tout, à diffuser la propagande, entre guillemets, capitaliste et consumériste. Donc justement, c'est un peu ce que tu disais, Michael, tout à l'heure. T'en penses quoi actuellement de la tendance? Alors, on a perdu à ce moment-là, Michael. On a eu une légère petite coupure, mais ils vont tous revenir. Ça a frisé momentanément au niveau de Zoom. Coucou Michael, coucou Stéphane. On va vous retrouver dans 30 secondes. Le réseau, on vient de les perdre sur Zoom. Voilà, on vous a retrouvé. Alors oui, Michael, la question de Matt était, qu'est-ce que tu pensais de cette tendance justement sur les jeux vidéo? Oui, alors, avant même de répondre à Matt totalement, j'aimerais quand même juste préciser que, étonnamment, le jeu n'a jamais été un espace politiquement correct. Le jeu a toujours été une émergence de nos pulsions agressives, et je trouve que lorsque même je proposais à des petites filles de jouer aux Sims, qui apparaît comme un jeu dit correct, elles mettaient en scène le meurtre de leurs parents dans les piscines. Oui. On va dire qu'il y a toujours eu cette histoire-là, et que lorsque je vais tester de taper le PNJ qui est censé être mon allié, je dirais que le joueur lui-même, le jeu a toujours été un espace de mise en scène de nos pulsions agressives. Est-ce que c'est pas l'interactivité justement? Est-ce que c'est pas l'interactivité elle-même qui laisse le choix, et c'est le choix Totalement, mais tout en sachant que le game designer, le programmeur, va lui tenter de mettre des barrières et des règles. Dans un jeu que j'ai utilisé qui s'appelle Fable, de Peter Molineux, quand au tout début du jeu, je tape Rosie, une toute petite fille super mignonne qui a perdu son ours, oui. Si je la tape trop longtemps, au bout d'un moment, il y a un gros plan et elle dit « t'es méchant, pourquoi t'es méchant ?» Et ça, c'est les programmeurs qui ont imaginé que si je la tape, alors qu'elle est tellement mignonne, elle va me répondre et elle va me renvoyer une image où je suis un salaud. Et c'est vrai que c'est ça qui m'intéresse, c'est comment finalement les programmeurs eux-mêmes vont à un moment y mettre ou non une forme de morale et de barrière, tout en sachant que les gens de Rockstar eux-mêmes, à un moment, le niveau de police n'était pas suffisamment fort. Et donc, je pouvais passer mon temps à flinguer toute la ville en les écrasant. Lorsque les gendarmes devenaient plus forts, il y avait une résistance qui était intéressante, même pour les vrais joueurs, puisqu'une étude avait montré que quasiment 100% des joueurs ne veulent pas que leur héros soit totalement dans l'impunité. Ils veulent qu'il y ait une résistance. Et c'est ça le propre du jeu. Comme un enfant, quand il construit un grand Lego, un de ses grands plaisirs, c'est de l'exploser. Comme une petite fille, je ne sais pas si Sovan s'en souvient, mais il lui arrivait peut-être de sadiser sa poupée, de lui enfoncer un compas dans l'œil, de lui arracher la jambe et de la recoiffer pour réparer tout ce support. Moi, je coupais les cheveux de mes Barbies et je leur faisais, je leur scotchais sur le pubis et ça faisait des Amazones. Elle est marrante. Marie-Rose, est-ce que tu as torturé tes poupées, toi? Je maquillais. Toi, tu faisais quoi tes poupées, Marie-Rose? Oh là là. Tu les maquillais, c'était gentil. Voilà, les petits rouges à lèvres, là, on avait les petits rouges à lèvres en échantillon et j'adorais maquiller. D'accord. Oui, donc ça restait gentil donc, quand même. Bon, ça restait gentil, mais c'est vrai que bon, on voit que lorsqu'on regarde un enfant jouer, ce qui est vrai, c'est qu'après,
Je pense que l'industrie du jeu, parce que disons les choses, Nicolas Gaume avec Callisto, il a inventé ce jeu qui s'appelait Armageddon, où on devait écraser des piétons, et il avait fait couler. Et justement, il avait bien compris que le jeu vidéo en lui-même était aussi une contre-culture d'une image un peu lisse, qui était celle de la télé, etc. Après, c'est vrai que là où je rejoins Matt, c'est que oui, on va repérer quand même des tendances, finalement, dans certains triple A, entre autres même Call of, disons les choses, qui finalement véhiculent. Alors, vous avez des gens comme Olivier Mocco, que certains connaissent, qui vont évidemment dénoncer des thèses très américaines, où l'éternel ennemi, ça a été un moment les Arabes, puis après les Russes, puis les Chinois, parce que les Chinois, c'est quand même les pires de tous. Donc, on voyait bien que finalement, il faut trouver un ennemi dans un jeu. Oui, oui. Et c'est sûr que moi, je ne cherche pas non plus à penser que le jeu nous permet aussi de jouer avec certaines règles. Et je crois que le jeu vidéo en lui-même est une manière très intéressante d'attaquer finalement l'image des choses. Oui. Alors, à part les jeux dont on a déjà parlé dans une précédente émission, comme Everything, ou Sky, ou Together, ou ce genre de Flower, qui sont des jeux contemplatifs, en effet, il y a toujours un ennemi dans le jeu vidéo. Alors, Matt, on a vu avec toi rapidement que les premiers jeux avaient des ennemis un petit peu provocateurs, justement les fameux GTA, Manon, Painkiller. Et puis aujourd'hui, la provocation dans le jeu vidéo aurait peut-être changé de norme. Alors, je vais vous mettre une bande-annonce d'un jeu et puis je vais vous laisser justement en parler ou nous expliquer un petit peu. C'est This War of Mine qu'on va se mettre en plein écran et pendant ce temps-là, vous allez nous commenter justement ce glissement où la subversivité ou le politiquement incorrect finalement a changé de côté d'une certaine manière. Donc, je ne sais pas si tu le connais, Michael, The War is Mine. Non, j'ai entendu parler évidemment de ce jeu. Voilà, on est dans un conflit et au lieu de participer au conflit, on est un civil. Donc, il faut échapper à la guerre, il faut trouver à manger, il faut même aller voler à bouffer à côté. Enfin, c'est pas vraiment dans les canons habituels du jeu vidéo. Donc là, on voit. Ça respire pas la joie de vivre, hein, globalement. On est la journée, on bricole dans son immeuble abandonné. Et le soir, on se retrouve en train, en effet, de sortir pour aller chercher des ressources. On peut se retrouver en train de devoir tuer des gens pour voler leur nourriture. Si on l'a fait avec un personnage un peu dépressif, sans s'en rendre compte, le personnage va mourir. On a la fameuse notion de choix auquel tu tiens énormément, Matt. Oui, oui. Et la grande question, c'est jusqu'où on va pour le bien de sa collectivité à soi, quelles conséquences sur les autres et quelles conséquences sur soi-même aussi. Là, on est sur un schéma vraiment très, très opposé à, par exemple, Call of Duty, hein, ce que tu disais. Bien sûr. Mais il y a quand même assez peu de jeux, c'est des épiphénomènes, ce genre de jeu. Mais peut-être que la subversivité est plus en montrant ce genre de choses ou en nous mettant dans la peau d'un civil en temps de guerre. Ou par exemple une autre bande-annonce d'un jeu qui a des dehors très enfantins et très sympathiques entre guillemets, c'est justement Beholder qui se retrouve sur les consoles, qui se retrouve aussi sur les téléphones portables. Je ne sais pas si Michael le connaît aussi, Beholder. Ouais, de nom, évidemment, j'y ai pas joué malheureusement. Ce que j'aimerais dire, c'est que on avait déjà repéré ce type de jeu avec Paper Please. Oui, Paper Please, oui, totalement. Ouais. C'est un peu ce qu'on appelle, entre autres, je crois, hein, des empathic games. C'est-à-dire que ce sont des jeux qui, au fond, vont nous permettre, d'une certaine manière, surtout derrière avec un message politique, de nous mettre en position de culpabilité par rapport au choix que l'on va avoir. Finalement, toutes les pistes qui étaient terribles à ce niveau-là vont finalement nous renforcer grâce à cette idée que l'interactivité me permet de devenir interacteur de mes choix et que donc je vais avoir une sorte de miroir qui va être tendu pour me montrer à quel point les choix que je vais faire vont avoir un impact terrible. Et c'est vrai que je sais que certains qui ont beaucoup travaillé avec la réalité virtuelle ont tenté d'aller plus loin encore en disant que c'est peut-être l'espace le plus empathique.
mais pour se rendre compte que ça marchait pas. C'est-à-dire, par exemple, je prends quelqu'un de raciste, je vais lui faire mettre en situation où il est noir dans une situation d'un bus où il n'y a que des blancs. Est-ce que ça va lui permettre de mieux saisir ce que c'est d'être un noir? Et non, ça n'a pas marché. Mais néanmoins, Et pourquoi? parce que je pense qu'il manque de la narration. Dans ces jeux-là, heureusement, les narrations sont longues. Et plus l'expérience est longue, plus quelque part, il va y avoir un investissement qui va au-delà de l'émotion du moment, mais qui va nous provoquer des sentiments. Et je pense que l'idée qu'un jeu vidéo puisse nous faire changer de point de vue, c'est pas idiot, sauf qu'il faut, il faut le talent aussi du jeu en lui-même. Il faut que d'une certaine manière, la narration dure un peu dans le temps. Et je crois que c'est ce que j'ai travaillé dernièrement sur les jeux vidéo. Ont-ils des sentiments? Pour évidemment prendre conscience que, à la base, c'est un des grands soucis, c'est que le jeu vidéo, c'est souvent des actes, mais que finalement, lorsque je prends un personnage dans World of Warcraft avec lequel j'ai joué pendant 8 ans, ce personnage-là, c'est une partie de moi, c'est même moi. Oui, et totalement. À partir de ce moment-là, il y a des vrais sentiments. Plus on va jouer à un jeu, plus la carrière va être longue par rapport à un perso, plus les sentiments vont s'installer. Ça voudrait dire qu'idéalement, il faudrait que ces expériences empathiques puissent aller loin. Et je sais que, vous savez que j'ai utilisé à une époque un jeu incroyable qui s'appelle Ico. Oui, Ico, qui est fantastique, qui est un des plus beaux jeux qui existait. Oui. Complètement. Et c'est un des premiers jeux qui a aussi mis en scène l'empathie. Totalement, avec cette petite fille qui trébuche, qui est fragile Complètement. Et c'est excessivement émouvant, ces pixels de lumière. Matt, tu as dû avoir des sentiments toi aussi avec Ico, tu as dû adorer. Oui, tout à fait. C'était même un des premiers jeux comme ça où il fallait vraiment s'occuper de quelqu'un. Quand on lui lâchait la main, tout de suite les ombres l'attrapaient. Donc il y avait vraiment, ça faisait mal au cœur. Hein. Il y a aussi, moi ça me fait penser, Ico m'a fait penser à un jeu encore plus vieux de Frédéric Reynal qui était LBA, où on avait cette scène du bisou entre le héros et sa chérie, où il se faisait un bisou alors que c'était des gros pixels tout ronds, et ça véhiculait une poésie, un sentiment. Alors là, dans Beholder, le sentiment, il n'est pas particulièrement joyeux, puisqu'on se retrouve en train d'être gardien d'une pension dans un pays communiste, où on doit prendre des décisions, comme surveiller les habitants, pour finalement obéir au parti. Et très rapidement, on a des choix à faire. Est-ce qu'on accepte de vendre le voisin, ou est-ce qu'on va plutôt le faire chanter pour avoir des sous et éviter que sa fille meure, parce qu'on va pouvoir la soigner? Donc c'est des vrais choix vraiment durs. Est-ce qu'un jeu vidéo, Michael, doit pouvoir proposer des choix aussi durs que ça? Ou est-ce que ça a un intérêt? Est-ce qu'on est encore dans du jeu? Oui, mais je pense que la tendance narrative des jeux est une tendance que j'aime énormément personnellement. Hein. Vous savez, vous l'avez évoqué, je viens du cinéma. Et donc, c'est évident que j'aime les jeux narratifs. J'ai pas eu l'occasion de jouer à Red Dead 2. J'avais adoré le 1. Et c'est vrai que j'aime véritablement cette idée de retrouver quelque chose. Après, le courant purement ludique des jeux Nintendo, j'aime aussi, mais c'est vrai que plus le jeu va me confronter à un univers où les choix vont me retrouver. On l'a perdu. On a perdu son son. Plus de la littérature oui. que du cinéma, dans cette capacité à pouvoir finalement faire des choix d'une certaine manière, découvrir un univers comme je le souhaite, même si on me montre quelque chose, je peux décider de suivre ou non tel chemin. Alors, c'est vrai que dans l'imaginaire, quelque chose, moi, me trouble dans les jeux très narratifs. Et dernièrement, avec des jeunes qui, en guillemets, ont des problématiques d'addiction souvent très haut potentiel, avec une pensée binaire incroyable, je leur ai fait jouer à Detroit Become Human de David Cage, oui. qui met en scène le fait que des robots ont des sentiments, peut-être à l'image de ce qui se passe chez eux, parce qu'ils se méfient beaucoup de leurs émotions. Et ce jeu a eu un impact incroyable. Finalement, aussi cette idée que nous sommes pris comme des machines dans cette société et comment on peut à un moment décider ou non, avec nos différences, de pouvoir s'inscrire. Donc je crois que plus une œuvre de jeu vidéo va nous montrer quelque chose de nous-mêmes, de nos travers, et plus évidemment, personnellement, je vais trouver que c'est un grand jeu. Et je pense qu'il faut maintenant rompre un peu avec la question de la peur ou la violence des jeux vidéo. C'est un vieux débat qui n'a plus de raison d'être.
Je crois qu'il faut véritablement penser que voilà, nous sommes dans un véritable art à part entière, mais Oui, c'est assez banal ce que je dis. Non, mais tu as raison, faut toi quand même le rappeler. Tu vas devoir nous laisser une dernière question avant que tu partes. Aujourd'hui, la subversivité, Ah, je vous entends. tu nous entends encore? Oui, là c'est bon, là merci. c'est bon. Oui, je vous dernière entends. question avant que tu doives partir, puisque Ouais, tu travailles plus que jamais dans la période actuelle. La ouais. subversivité, le politiquement incorrect, dans le monde réel tel qu'il est-ce que ça te semble salutaire? Comment construire ça de manière à peu près utile? Est-ce que tu peux me donner un exemple de ce que tu appelles subversivité dans le monde réel actuel? Bah, être subversif dans le sens où avoir un regard, j'allais dire critique, refuser le langage du politiquement correct, refuser. Stéphane, par exemple, tout à l'heure, va nous retravailler le discours de Macron pour nous montrer ce qui était signifiant en faisant un travail de sémiologue, ce qui est subversif d'une certaine manière. Oui, alors moi je pense que nous sommes dans une société où avant même le confinement, qui était terriblement tyrannisante à travers un idéal de réussite, de performance, de bien-être, de beauté à tout prix. Et je suis le premier à avoir toujours dénoncé cette tendance qu'on repère énormément sur les réseaux sociaux, qui ne fait que engendrer le fait de n'être jamais à la hauteur. Et moi qui travaille avec les adolescents, je peux vous dire qu'ils vont pas tous très très bien, parce qu'on leur laisse peu d'espace pour exprimer leur rage, leur souffrance, leur rébellion, qui est propre à une question d'adolescente. Et ce qui est vrai, c'est qu'une des armes très importantes qui est peut-être une des plus efficaces, c'est le second degré. C'est pas innocent si autant d'adolescents aiment autant le second degré et l'auto-ironie. Et je C'est tout ce crois qu'il y a que dans le GTA d'ailleurs. oui, C'est c'est tout ce qu'il y ça, a dans le évidemment, GTA. complètement. Je pense qu'évidemment, ce second degré est nécessaire pour justement quelque part avoir une forme de pied de nez, se moquer de ces formes de règles très idéales dans lesquelles on nous tyrannise. Maintenant, la créativité est aussi très importante, l'expertise, la sémiologie, pourquoi pas, mais c'est vrai que les armes que l'on a contre cette machine, disons les choses, qui est quand même, qui a pour origine le GAFA, comme vous le savez, ils veulent notre bien, notre bonheur, est super inquiétant. Et dernièrement, j'ai été beaucoup interrogé sur le bien-être numérique par des entreprises du GAFA. Je peux vous dire que ça m'a fait froid dans le dos. Parce que justement, le bien-être réel doit l'emporter évidemment sur l'unique bien-être numérique. Et pour terminer, je pense que oui, c'est important de créer des îlots, des espaces de rébellion, des espaces de révolte, mais aussi bien contre mes collègues qui parfois nous donnent la bonne parole, qui pensent qu'ils veulent nous protéger de nous-mêmes. Et je pense que justement dans le confinement, il faut un peu se dire qu'on se défend comme on peut et qu'on n'est pas des surhommes et qu'on a le droit d'être défaillant, d'être chiant, D'avoir de nos bouffer des faiblesses frites, d'humain. voilà, de manger des Ouais. frites avec du coca par exemple. D'être humain, ouais, tout bêtement. Non, peut-être pas quand même ça. C'est vrai que ça va loin ça. Bon, bah, Michael, on te remercie beaucoup. On retient Merci beaucoup. en Merci à effet vous. des sources à profusion. On remettra les liens vers tes sites, vers tes livres, D'accord. je veux dire, sur onfaitsalon.tv. Ok. On retient, merci beaucoup de ton Merci à vous passage. tous, c'est super comme initiative, bravo. Eh bien, Merci. écoute, à bientôt. Salut. Tu pourras revenir À quand tu le bientôt. voudras. À très Salut. bientôt. Ok, Merci. c'est sympa, merci, au revoir. Au revoir. Bon, bah, ça a été assez dense avec Michael qui s'en va, qui quitte et qui retourne en consultation parce qu'il y a beaucoup de consultations à distance actuellement. Aussi, je vais le faire quitter. Voilà, il s'en va doucement. Hop. Donc, bah, Matt, tu avais encore peut-être un ou deux, tu voulais peut-être reprendre légèrement la main et continuer à reparler un petit peu de 2-3 jeux. Non, mais je pense on a bien fait le tour là, avec Michael. Je pense qu'on est rentré dans le propos. Oui, Oui, moi le je pense sujet, que ouais. c'était assez intéressant. On a insisté en effet sur ce fameux droit Comme à la subversivité, à la critique. j'aimerais bien dans la tête des concepteurs, des game designers pour le jeu vidéo ou des concepteurs pour les jeux de plateau ou de cartes, savoir comment peut se passer une réunion où on est en train, où les mecs se disent on va être les plus gore ou les plus trash ou les plus subversifs possibles. J'adorerais être une petite souris et mater c'est une réunion comme ça. Ça doit être impressionnant et très intéressant à suivre. Alors pour les jeux vidéo, je peux pas te dire. Par contre, pour les jeux de plateau, j'ai déjà vu un. Ça, c'est facile.
Ouais. C'est 3 mecs complètement bourrés autour d'un bar qui disent et là, tu vois, on fait un jeu, le truc, c'est qu'il faut faire ça. Et là, il y a des haricots, ils chevauchent des dinosaures, et comme ça, après, les dinosaures, ils évoluent, et on peut faire des points, et à la fin, on gagne. Et à la fin, ça fait un jeu. Et je te jure que c'est une histoire C'est vraie. vrai, ouais, c'est vraiment comme ça. Alors, les dinosaures, est-ce qu'il y a des dinosaures, Sovan, dans ta cuisine? Alors, j'en ai dans mon ventre actuellement, je pense que je ne digère pas très bien l'œuf. C'est l'œuf, d'accord. L'œuf au Fanta. Alors, pour les céréales, j'ai retiré le jus d'orange et j'ai testé avec du jus de pomme et c'était meilleur. Voilà. Donc, j'ai mangé les céréales pour ne pas gâcher. Mais c'était pas non plus folichon. Je ne recommencerai pas, sauf si nous force. Et C'est trop sucré? de quoi? Est-ce que c'est trop sucré? Non, ça va parce que j'ai pris des céréales très neutres. Tu sais, comme des... Attends, bah, je suis belle, j'ai la boîte. Ah, d'accord. Regarde, j'ai pris ça, donc il n'y a pas de Ah. sucre. Et ça, c'est super neutre. Du coup, si avec du jus de fruits, bah, c'est pile poil ce qu'il faut. Je pense que si t'as déjà un peu de sucré, voilà. C'est pas bon. Et la dernière mixture, c'est celle que je redoute le plus, c'est le lait et le Sprite. Eh ben, écoute, Ah. vas-y. Moi, je pense que tu vas nous le faire tout de suite après Yann Min. On va regarder la chronique de Yann Min. Alors, Yann Min, bah, c'est notre pape du cyberpunk. Et il va nous présenter, c'est son grand retour dans l'émission, à distance toujours, puisque notre cyberpunk est en Bretagne. Et Yann Min va nous présenter eh bien, les métaphores sexuelles. Il revient dessus. C'était de bonne aloi dans cette émission-là. Dans ce coup-ci, Alien, avec entre autres l'éjection de l'alien dans le sas du vaisseau. Retour dans 5 minutes après. À tout de suite. Alors voilà, on est dans Unreal Tournament qui est l'application dans laquelle j'ai réalisé la première version du NoO Museum. La première version du NoO Museum en 2003. Et ça, c'est la version 2004. Voilà. On va donc rejoindre Action immédiate. On fait Action immédiate, un deathmatch. Et là, il n'y a que 2 niveaux. Et donc, le premier niveau sera consacré aux métaphores sexuelles cachées dans les œuvres d'art et au cinéma. Donc là, ça va démarrer. Voilà. Donc, je tire pour commencer. Et on va avancer dans le NoO Museum. Donc là, je me dirige vers... voilà, je vais rentrer à l'intérieur des labyrinthes du NoO Museum, dont j'ai entièrement créé l'architecture qui se passe dans les récifs. Hein. C'est dans le monde virtuel, mon univers, dans mon anomalie des récifs, hein, qui est un monde virtuel matérialisé, littéralement, qui est que j'ai imaginé dans les années 70. Et là, on va rentrer à l'intérieur d'un musée abandonné, consacré à l'histoire de la cyberculture. Et donc, dans les galeries, on va aller directement au sous-sol, au premier sous-sol, lequel on peut y accéder par l'extérieur aussi, mais là, il y a un ascenseur. Allez, voilà. Alors, l'ascenseur est toujours un peu dangereux, il faut s'embarquer dessus sans tomber. Hop, voilà. Oups. Ouais, voilà, je suis mort. Donc là, bon, c'est pas grave, j'ai ressuscité au bon niveau. Donc on arrive directement dans le couloir consacré aux métaphores sexuelles au cinéma. Et donc là, on avait déjà vu ensemble le jeu de métaphores sexuelles de Hitchcock dans North by Northwest et dans Alien avec H le robot. Il y a une autre scène de métaphore cachée, dissimulée, dans Alien 1, qui est ici. Donc on a cette fameuse scène où Ripley, hein, l'héroïne, et enfin s'est réfugiée dans la navette spatiale. Elle se penche, et là, tout d'un coup, elle découvre l'alien caché avec elle
réfugier avec elle dans la navette. Et là, il va y avoir une inversion des rôles. C'est-à-dire l'alien, qui était un prédateur extrêmement dangereux, est devenu tout d'un coup pacifique. C'est normal, hein, dans la structure scénaristique, dans la narration. L'alien est arrivé à son but. Son but étant d'être seul avec Ripley. Hein. L'alien étant une métaphore phallique. Hein. C'est un phallus hyper agressif, hein, et qui veut s'emparer de l'héroïne principale. Et donc, on a une scène absolument géniale, dont j'aime beaucoup le jeu métaphorique, ici. Ripley se réfugie dans une alcôve dans laquelle il y a un scaphandre. Et là, on va déjà avoir un plan assez intéressant, puisqu'on va avoir un travelling vertical, une descente de la caméra, lorsqu'elle va enfiler le scaphandre, et la caméra va se retrouver pile en contre-plongée entre ses jambes au moment où elle va enfiler la combinaison. Ce plan a forcément été réglé, hein, au millimètre près et à la seconde près pour arriver au bon moment. Et alors, ce qui est intéressant dans ce jeu d'acteurs, hein, que fait Ripley et de complicité symbolique, c'est que le plan suivant, c'est l'alien qui a une érection de la mâchoire dans son alcôve. Hein, donc, on a un jeu d'association métaphorique sexuelle évident, et Ripley va s'emparer d'un lance-grappin. Pas de n'importe quelle arme, elle ne s'empare pas d'un bazooka qui traînait là par hasard, elle s'empare d'un lance-grappin, qui est un engin relativement phallique. Et là, elle va retourner à l'intérieur de la salle de commande de la navette, et provoquer l'ouverture de la porte qui va créer une dépression d'air qui va éjecter l'alien à l'extérieur. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que on aurait pu terminer la scène, l'alien est éjecté. Mais la scène est assez complexe, puisque l'alien se retient aux portes du sas, Ripley arme le lance-grappin et tire sur l'alien dans le nombril, hein, ce qui éjecte l'alien. Mais la scène n'est pas finie. La porte se referme, bloque le pistolet lance-grappin. Tout ça pour obtenir une image symbolique, métaphorique, qui est l'alien relié par son cordon ombilical à la navette. On assiste là à la naissance de l'alien, en fait, d'ailleurs de toute la série. Et alors, la suite est encore plus quasiment explicite, puisque, vous voyez, l'alien essaie de revenir dans la matrice, hein, il essaie de réintégrer le vaisseau, et Ripley va déclencher les réacteurs du vaisseau pour l'éjecter définitivement. Et ce qui m'avait intrigué à l'époque, c'est que on a un contre-champ sur les réacteurs du vaisseau. Là, on le voit moins bien, mais vous pourrez le voir au cinéma. Ce qui tombe sur la caméra, ce n'est pas des flammes, c'est de l'eau. On a des gouttes d'eau qui tombent sur la caméra. On a donc une métaphore explicite des eaux de l'enfantement. En fait, nous ne percevons pas consciemment tout ce jeu d'analogie formelle qu'a construit Ridley Scott dans cette scène-là, mais notre subconscient perçoit les métaphores. Et donc, il a très très bien perçu de façon subconsciente le fait qu'on assiste là à une métaphore de naissance, hein, soit de naissance, soit d'avortement ou de fausse couche. Et voilà, retour dans nos salons virtuels et télévirtuels même. Et on va voir Sauvan pour sa dernière expérience du petit chimiste appliqué à la cuisine. La pire de toutes. Alors dis-moi tout. Après, on va se détendre avec Stéphane et Marie-Rose, alors vas-y. Donc, il me faut un verre. Alors, il faut se méfier, ces verres-là, ils ont l'air de verres normaux, mais tu peux mettre un demi-litre de liquide dedans, donc il ne faut pas mettre jusqu'en haut. Il faut mettre qu'un petit peu. Un petit donc, j'ai peu. du lait. Du lait. Rappelle-nous comment tu nommes cette recette. Oh, waouh, c'est si dur à nommer, parce que j'ai vu ça dans des scans de pages de livres de cuisine vintage. Donc c'était une recette pour les enfants qui rentrent de l'école et qui ont besoin d'être dynamiques. Donc leur maman leur servait un petit verre de lait frais avec du 7-Up, voilà. Oula, d'accord, donc du lait 7-Up. Enfin, alors est-ce que ça explose, du lait 7-Up? Expérience dangereuse s'il en est quand même. Je vais pas mettre plus que ça. Non, mais on est déjà bien. T'es subversive, hein, là. Ça sent la régalade, hein. Ah oui. Ouais, ben, on est tous suspendus à tes lèvres, là, on est curieux de voir ce qui va se passer. Non, pas grand-chose en fait, ça va, c'est pas du Mentos Coca non plus. Alors là, j'aurais du liquide qui surgit par tous les trous, on n'a pas envie de voir ça.
et le 7-Up. Alors, c'était précisé sur la recette qu'il fallait bien faire moitié-moitié. Oh putain, ça a l'air horrible. Ça mousse. Ça mousse. Je sais Ça pas mousse. si vous voyez. Ah si, on voit que ça mousse, ça remue, l'animal n'est pas mort. Et bah, santé, hein. Eh ben, écoute, à la tienne. À la tienne, ouais. Oui, de bon Églou, cœur. églou. De bon cœur. Et bah, c'est intéressant. Ah, Non, en fait, c'est pas Il est bon. poli de dire que c'est pas bon. Ouais, voilà. ouais, voilà. C'est En ça. fait, je vais vous raconter ce qui s'est passé. En fait, ce qui est délicieux, c'est que tu as une pellicule de mousse. Ah non, mais c'est un cauchemar, ça a tourné, on dirait. Mon Dieu, mais regardez. Ouais, ah oui, mais ça se mélange pas bien en fait. Les deux produits se mélangent pas très bien. Mais il fallait pas prendre une cuillère et touiller un peu? Non, c'est les Attends. réactions chimistes. Moi, j'ai abonné mon fils au coffret Mel Science. C'est à peu près pareil. On se retrouve en train de dissocier des éléments. Et je pense que c'est la même chose là. Non, mais ça m'a fait des blancs en neige. Incroyable. Ah, c'est fantastique. Ah ouais. Incroyable. C'est horrible. Mais il y avait- Attends. il y avait pas un Et truc comme ça avec le Belaise et le Coca? Je sais Ah, je sais pas, ouais. Attends, Il et faut tu arrêter peux avec mettre, le Coca. tu peux mettre des frites au chocolat dessus et ça fait une île flottante sympa. Oui. Manger toutes les frites. Attends, je mélange. J'ai de l'espoir pour ce truc. Je mélange bien. Et on va regoûter parce que j'adore le défi. Bah, t'auras plus de gaz? Ça dépend où. Non, c'est pas mieux. Non, mais comment tu peux donner ça à ton enfant? Non, mais tu l'aimes pas. C'était dans les années 50. Hein. C'était pas la même éducation qu'aujourd'hui. Je t'avais dit que t'aurais dû rester à l'étude. Je te l'avais dit. Oh, non, mais en fait, ça fait vraiment une espèce de mousse épaisse sur le dessus qui est pas mauvaise, tu vois. Ton lait, il est tout épais, ça fait comme une espèce de crème, un peu comme du yop, tu vois. Et après, t'as l'espèce de partie plus liquide où là, t'as le Sprite qui vient derrière le lait. Yop. En fait, ça fait comme ça fait lait, Sprite. Et enfin, je veux dire, ton Ça fait enfant, mal au ventre. non, mais je bois pas plus parce que c'est sûr qu'après, mon ventre, il... Non, meurt, je pense. on tient à te récupérer vivante et Ah ouais. entière pour une prochaine chronique culinaire. Ah, je bois pas plus. Donc, non, c'est pas le moment du tout de ça. On ne veut pas te martyriser. On te remercie, Sovan. Tu reviens quand tu veux. Et surtout, à la fin, on parlera tous les deux un petit peu de certains hashtags malheureusement en vogue et nécessaires. Stéphane. C'est moi. Oui, c'est toi, Stéphane. Alors, tu avais voulu nous faire un cours de sémiologie de l'image, Oula. n'est-ce pas? Oula. Ouais. Un travail à ta manière subversif aussi pour donc aborder, tu voulais réfléchir justement à cette idée du discours de vérité, de simplification et d'arrêter de prendre les gens pour les cons, pour résumer. Ouais, alors ça c'est une façon de le présenter. Effectivement, on pourra mettre ça dans le communiqué de presse. En réalité, non, moi ce que je voulais surtout démontrer, c'était un peu cette propension qu'ont les politiques en général, hein, aussi bien de droite comme de gauche, tous, à en faire trop dans leur discours, à mettre des emphases, à mettre à faire des périphrases. Enfin voilà, pour paraphraser justement Audiard, c'est marrant quoi. C'est bizarre chez les politiques cette manie de faire des phrases. Quoi. Dès qu'ils font un discours, ils sont infoutus, quels qu'ils soient. Ils sont infoutus d'aller droit au but. En France. Droit au sujet. En France, effectivement, parce que quand on regarde, alors je vais prendre l'exemple du Royaume-Uni, notamment les vœux de nouvelle année de Boris Johnson, là en tout début d'année, qui était court, qui était direct, ou en gros, qui était très très anglo-saxon également, en mode we are the best, on va écraser tout le monde, hein, mais qui au moins était péchu, était simple à comprendre par tous, qui voilà, pas de digression, on tourne pas autour du pot, voilà, on souhaite la bonne année. Idem, dans un autre style, beaucoup plus calme et beaucoup plus posé, la reine, son discours pour le coronavirus. Voilà, pareil, elle a pas fait une demi-heure de discours pour dire ça va être dur, on va souffrir, mais vous verrez, on sera plus. Non, simplement, elle a tenu à rassurer les gens, à expliquer pourquoi ils faisaient ça, ce que ça allait apporter, et dire voilà,
tenez le coup, on sera là, on sera à vos côtés. Point. Ça a duré un quart d'heure et elle a fait ça avec une dignité et un calme tout à fait remarquable. Et nous, en France, effectivement, on n'est pas. On a une autre tradition. Alors, ça, on C'est peut dire régalien, on gaulien. peut remonter à Malraux, à De Oui, c'est Gaulle, ça. etc., effectivement, qui avait l'habitude de faire des grands discours mais vraiment emphasés. Et je trouve, ouais, voilà, moi je trouve que c'est très vintage, tiens, pour rester dans le même esprit que Slovan, c'est très vintage. Ça manque de modernité un petit peu tout ça. Et alors pour démontrer ça, j'ai pris le discours d'Emmanuel Macron qui est de lundi dernier. Hein. Et t'es allé dans la cuisine de Sauvanne pour le dégraisser. Quasiment, voilà. Alors, Attends, il faut savoir, ouais. Il faut savoir que son discours original, tel qu'il a été diffusé, dure 27 minutes et 30 secondes hors générique. À partir du moment où le président apparaît à l'antenne et le moment où il en sort, 27 minutes et 30 secondes. D'accord ? Donc je me suis dit, bon, bah allez, on va commencer à taper dans le gras, on va enlever voilà, tout ce qui est. On va enlever les fioritures. C'est voilà, rare. les emphases, les périphrases, les répétitions. Rien que ça, j'ai fait une première version de la vidéo. On ne va pas la diffuser maintenant parce qu'elle dure encore 20 minutes. Et j'ai quand même gagné 7 minutes, rien qu'en enlevant le gras. Mais cette vidéo, vous pourrez la retrouver sur le site internet On fait Salon et sur la chaîne YouTube. Voilà, on arrive à 20 minutes de discours où on est quand même déjà beaucoup plus focus sur l'essentiel. Phase 2, je me suis dit, bon, après tout, il commence tout son discours par nous rappeler tout ce qu'on sait déjà. Oui, effectivement, on est dans un moment difficile. Oui, il y a du manque. Ça, mais tout le monde le sait. C'est pas la peine de le répéter. Hop, on vire tout ça. Et si on vire tout le début du discours, on tombe à 12 minutes. Et on n'a rien enlevé au fond du discours. Hein. On a toujours les annonces qui vont venir. Voilà, le confinement est prolongé. Voilà. Le signifiant est toujours là. Le sens, le substrat, absolument. La moelle est là. T'as rien enlevé. Exactement. 12 minutes sur 27. Et on arrive à 12 minutes. Donc, on a déjà réduit de plus de la moitié par rapport à la version initiale. Et puis, phase 3, je me suis dit, bon, il y a encore un petit peu de trop, il y a encore un petit peu de cirage de pompe des professeurs, des enseignants, des machins, ce qui est très bien, il faut le faire. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais en l'occurrence, c'était pas le thème, c'était pas le sujet de ce discours. Et si on vire cette partie-là, on tombe à un discours qui dure 10 minutes. 10 minutes et 1 seconde pour être précis. Alors ces versions-là, je le répète, vous les retrouverez en ligne sur le site, on ne va pas les diffuser maintenant. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on passe de 27 minutes à 10 minutes, donc on a viré 17 minutes de superflu, d'inutile, de répétition, et qu'un discours de 10 minutes serait beaucoup plus facilement resté dans l'esprit des gens. En fait, c'est ça qui est important à mes yeux, c'est que ce discours a été beaucoup critiqué justement pour sa durée et puis pour le style aussi un petit peu d'Emmanuel Macron qui, selon certains, donne l'impression d'être un mauvais comédien en lisant son texte. Bon, ça c'est chacun son idée. Mais si on enlève le gros, il y a les 10 minutes, c'est vraiment les 10 minutes essentielles qu'il reste dans ce discours. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de voir la différence. Et je vous engage à aller écouter la version que j'ai mise en ligne. Vous verrez que le signifiant, le sens, l'important reste le même. Mais puisqu'on est dans une émission subversive, je me suis dit, allez, soyons fous, faisons la version la plus subversive qui soit, c'est-à-dire la version la plus directe. Celle-ci dure 1 minute, 58 secondes, pour être précis. Celle-là, je vous propose de l'écouter ensemble, et puis on en reparle. Françaises, Français, mes chers compatriotes, si je tenais à m'adresser à vous ce soir, après avoir largement consulté ces derniers jours, c'est pour vous dire en toute transparence ce qui nous attend pour les prochaines semaines et les prochains mois. L'espoir renaît, je vous le disais, oui, mais rien n'est acquis. Alors, à quelle échéance dès lors? Peut-on espérer entrevoir la fin définitive de cette épreuve? En toute franchise, en toute humilité, nous n'avons pas de réponse définitive à cela. Nous finirons par l'emporter, mais nous aurons plusieurs mois à vivre avec le virus. Dans les prochaines semaines, avec toutes les composantes de notre nation, je tâcherai de dessiner ce chemin. Sachons dans ce moment sortir des sentiers battus, des idéologies, et nous réinventer. Moi le premier. Vive la République. Vive la France. Mais c'est effrayant, Stéphane. Voilà, c'est un travail de sémiologie et de sémantique où on n'a plus la date, on a de sortie du confinement. Donc en fait, son discours se résume à 2 points là. Emmanuel Macron, c'est ah, pardon, je t'ai pas entendu. Non, on s'était coupé. Je disais, c'est effrayant. Le discours, on n'a plus la date de sortie du confinement et le discours se résume uniquement à 2 points.
Oui, à 2 points. Voilà, c'est un, l'épidémie n'est pas passée. Deux, donc on prolonge le confinement. Point. Et on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Point. Voilà, c'est ça le truc. Oui, Que lui, il a abordé il a parlé du 11 mai, mais en réalité, dans son discours, il n'arrête pas de dire que le 11 mai est une date tout à fait théorique et qu'il n'est pas impossible que ça soit reporté, ou en tout cas que ça soit que le déconfinement se passe progressivement avec peut-être une certaine catégorie de population dans un premier temps, etc. Et puis Donc en c'est gros, un plan que j'annoncerai plus tard. voilà, et c'est exactement ce qu'il reste, ce qu'il doit rester de ce discours en réalité, c'est les 58 secondes que je vous ai proposées là. Donc, et dedans, il n'y a pas de... C'est 58 secondes sans engagement. C'est-à-dire Sans que engagement. Non, le seul engagement, c'est qu'il dit voilà, le gouvernement prendra la parole au fur et à mesure qu'on en saura plus pour dire comment on s'adapte et comment on procède. Voilà, donc là c'est très clair. Le discours, une fois qu'on l'a en effet nettoyé, qu'on l'a bien dégraissé, on a le vrai sens du message. Vos réactions, si certains d'entre vous ont des choses à rebondir sur ce discours ou sur la notion du discours en général et de la vérité? Ça me fait penser à... vous voyez ce que c'est une YouTube Poop ou pas du tout? Point du tout. Et Poop, Alors, ouais. en gros, tu vas reprendre des images de n'importe quoi, un discours, un documentaire, etc. Et tu vas recouper d'une façon pour que ça dise n'importe quoi. Mais genre vraiment n'importe quoi, plus rien n'a de sens. Et il y avait quelqu'un qui avait repris un discours de Chirac et il avait tout recoupé pour que ça fasse le discours le plus absurde du monde où il disait le 16 mars, nous allons sortir en guerre avec des malades du cancer. Et enfin, plus rien n'avait de sens. C'était une espèce de discours avec des espèces d'hommes à moitié zombies qui allaient détruire la France et qui disaient aux gens d'aller se faire enculer. Enfin, c'était très drôle. Et voilà, ça c'est mon discours préféré du coup, c'est une YouTube Poop de Chirac. D'accord, on ira regarder. Là, pour Ouais, Stéphane, donc, là, on change le sens. il a enlevé le gras. Ouais. Là, il a Oui, enlevé oui. le gras. Là justement, tu as juste essayé de donner du sens, du moins de faire ressortir le sens du message. Voilà, exactement. Alors, je le rappelle, hein, la vidéo de 58 secondes la version de 58 secondes que j'ai faite, c'est pas, elle pourrait jamais être utilisée, enfin vraiment diffusée par un politique quel qu'il soit. Mais en revanche, la précédente, celle de 10 minutes, celle-là, elle aurait été parfaite. Hein. Mais c'est juste que actuellement, quand tu dis on peut, une majorité du discours ne sert à rien. Alors, moi je l'ai pas entendu le discours, hein, donc. Il y a un des seuls parce qu'ils ont explosé l'audience. Hein. Oui. Je n'ai pas écouté non plus. D'accord. Mais en fait, le discours non verbal, c'est-à-dire tout l'enrobage, est important aussi, puisque ce que tu veux, c'est faire passer un message qui ne passe pas que par les mots, qui passe par ton ton de voix, ta prosodie, ta manière d'annoncer les choses, ta gestuelle, etc. Donc, en fin de compte, le fait d'enrober, le fait de remercier les infirmiers, les profs, les machins, les balayeurs, ce que tu veux, on s'en fout, c'est aussi un message qui est tout aussi important que on reste en confinement et on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va sortir. Tu vois, c'est l'empathie. Il y a une part d'hypocrisie. C'est l'empathie. Je dis pas que c'est pas important. Je dis juste que ce sont deux messages distincts. Il y a le côté, voilà, merci à tous ceux qui se donnent à fond, et puis il y a le côté, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? On devient quoi? Voilà. Ce sont deux messages distincts. On est d'accord. Peut-être quelqu'un d'autre souhaite rajouter quelque chose avant qu'on se détende avec Marie-Rose? Non, bon, on va aller se détendre tout de suite. Sauvane, t'as fini toutes tes expériences culinaires? Ah oui, c'est bon là, hein, ça suffit. C'est bon, ça suffit. Mon ventre est si gros, regarde. Tu nous tiens au courant, tu nous diras quand même si t'as pas eu de problème gastrique après. Oui, tu nous tiendras au courant. Hein, on fera marcher l'assurance de l'émission, il n'y a pas de souci. La semaine prochaine, chronique les problèmes gastriques de Sauvane. Bon. Comment avoir comment on appelle ça? Une occlusion intestinale? Non, on va éviter tout ça. Ça risque d'être le contraire là plutôt. Oui. Bon, Marie-Rose, amène un petit peu de sérénité. Viens s'il te plaît. Je t'attends. Namasté les amis. Oui. Salut Marie-Rose, namasté. Bon, alors tu vas nous parler aujourd'hui, tu vas nous proposer, je te laisse tout nous expliquer. Oui. Donc aujourd'hui, j'ai préparé une séquence pour un renforcement donc de notre corps, hein, pour renforcer notre corps avec les postures debout. Donc c'est vrai qu'on est quand même dans le confinement, on a peut-être, on est ici sans rien faire, on bouge beaucoup moins qu'avant. Donc le fait un petit peu de rien faire, on s'est peut-être ramolli. Donc voilà, j'ai pensé faire face aux postures debout. D'accord, on lance tout de suite. Donc là, on est installé debout.
on va commencer à nous mettre en posture de guerrier numéro 1, c'est-à-dire avec la jambe gauche pliée, en étirant les bras vers le ciel et en alignant les hanches bien droites. Vous ancrez les pieds au sol, donc on va renforcer notre corps en étant vraiment stable à travers nos pieds. Ensuite, nous allons enchaîner avec la posture du guerrier numéro 2. Canard fait très bien la posture du guerrier qui se tient droit sur la chaise. Bah, moi, je peux pas être debout là, sinon on me voit plus. Hein. Oui, c'est ça. Tu fais tes 3 mètres aussi. Hein. Non, mais voilà, t'es trop grand. Donc là, on va apporter vraiment le bras de l'autre côté pour ouvrir le diaphragme et étirer la hanche. Et ensuite, nous enchaînons avec la posture de Parsvakonasana en étirant la hanche et en plaçant vraiment le bras gauche sur le côté et étirer le bras droit pour ouvrir le diaphragme, pour respirer à travers la côte droite. Sovan le fait très bien. Oh. Oui, merci Sovan. De rien. Et puis voilà, on se remet au centre, à l'avant du tapis. Nous faisons la même chose de l'autre côté. On commence par un guerrier numéro 1. Donc, ce sont des postures vraiment centrées pour renforcer notre corps. Les guerriers sont quand même assez forts en tonicité et dynamique. Donc là, on ouvre le buste, on relâche le bassin vers la terre. C'est conseillé de faire ces postures le matin pour nous apporter la force. Et le guerrier numéro 2. Très bien, Sovan. Ah, mais c'est une warrior. Sovan est une warrior. Voilà. Donc là, on fait le reverse warrior, donc le guerrier renversé, où on ouvre la côte droite et ensuite de l'autre côté. C'est à faire, c'est à expérimenter pour se régénérer et respirer toujours en même temps qu'on fait les mouvements. On se remet à l'avant du tapis, en pince, on relâche, les mains au sol, on détend la colonne vertébrale. Et voilà, on évacue toutes les toxines grâce aux expirations. Et là, on va continuer, enchaîner par la chaise. Nous plions les genoux, on ouvre le buste, les bras étirés vers le bas. Alors la chaise, Sovan, voilà, regarde bien. C'est excellent pour le plexus solaire et on penche en arrière. Voilà, on s'étire en avant. Eh bien, maintenant nous avons les deux jambes écartées, les pieds parallèles, Prasarita Padottanasana. Vous placez bien les mains au milieu, étirez les bras, regardez vers le bas. Nous gardons un dos bien droit, musclé, on va avoir des tirs pour nourrir le sacrum et la nuque. Placez la main gauche au milieu, étirez le bras droit, torsion, vous ouvrez vers la droite. Ça vous permet de nous régénérer. Respirez profondément. Et nous faisons la même chose de l'autre côté. On va ouvrir le diaphragme et s'étirer. Et toujours les postures debout, vous ancrez bien les pieds au sol. Ça dure que 5 minutes et on sent vraiment les bienfaits des postures. On a entendu un cri dans la cuisine. Ouais, Sovan a du mal. Ouais. C'est mon dos. Et là, les mains en avant, on relâche la tête au sol. Vous ouvrez les jambes, vous relâchez la tête au sol, vous étirez la colonne vertébrale, nous apportons de la lumière à travers le dos. Oh, je vais pas y arriver. Non, n'essaye pas, Sovan, n'essaye pas. Il y a les frites et le coca qui sont pas d'accord. Non, reviens, Sovan, reviens. Je ne montrerai pas ça à l'antenne, reviens. Et on se redresse, voilà. Très bien, plie les genoux, namasté. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup Marie-Rose, très impressionnant et je pense que c'est plus que jamais très utile dans le contexte actuel. On vous conseille d'aller voir soit sur le site de Marie-Rose ou soit de s'inscrire à ses cours qu'elle fait 2 fois par semaine.
ou de regarder les émissions, les chroniques de Marie-Rose passées. Justement, on va peut-être quelques mots avec Sauvane si elle le souhaite et avec vous autres aussi pour conclure cette émission. Sujet, on parlait de subversivité, ça implique de parler un petit peu aussi de la violence, de ce genre de choses. Dans la vraie vie, c'est tout sauf rigolo, on le répète, c'est critique, c'est important. Il y a beaucoup de choses de rapport à la violence dans les foyers. N'oubliez pas ce hashtag, c'est une réalité. Nous toutes, vous devez, si vous souffrez, témoigner, participer, alerter à votre sujet. Et plus que jamais, dans la période actuelle, en effet, essayons d'être humains, de faire attention, de se protéger. Je n'ai pas forcément les bons mots, mais je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire dans ce registre-là. Je ne voulais pas plomber l'ambiance, mais c'est plus que jamais important de le dire. Je pense qu'on est dans une période où la bienveillance est essentielle et il faut rester bienveillant les uns envers les autres. Et pour l'humour, je pense qu'on peut rire sans être oppressif. Et la preuve, je le fais sur ma chaîne YouTube. Et les gens, ils sont morts de rire, je les vois. Eh ben, on conseille à tout le monde d'aller voir sur ta chaîne YouTube, en effet, comment rire sans être oppressif. Moi, je vous remercie tous pour cette émission, pour votre passage. Je vous dis à la prochaine. Matt, on a raccourci un peu toutes les chroniques, mais on voulait laisser parler Mickaël. Bonne fin de journée. Steph, à bientôt. Canard, merci beaucoup aussi. Marie-Rose, toujours. Sauvane, évidemment. À bientôt tout le monde. Et vous, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de lever le pouce, d'aimer, de vous abonner à cette émission. 2 émissions par semaine, le mercredi et le vendredi. Les chroniques disponibles quelques jours après. Voilà, On fait salon se termine. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et Et voilà, merci. Et voilà. Putain, à part les problèmes de connexion, ça allait, je pense. Il y a des moments.